beaucoup. Bienvenue à tous à cette soutenance de thèse. Merci d'être là. Merci aux rapporteurs pour leur travail. Merci à tous les membres du jury. Je vais donc présenter cette thèse qui porte sur l'évaluation de la performance énergétique du parc bâti à fine échelle et dans une optique de massification des travaux d'atteinte et d'atteinte des objectifs nationaux. Donc, effectivement, j'ai réalisé cette thèse sous la direction de Didier Ruyère avec la supervision de Jonathan Villot. La thèse est cofinancée par l'École des Mines, l'entreprise URBS et la NRT. C'est une thèse CIFRE. En introduction, je vais rappeler le cadre réglementaire de la performance énergétique des bâtiments et présenter le projet de recherche. D'abord, le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire est un cadre en fait européen qui est mis en œuvre dans la réglementation française avec la définition d'un diagnostic de performance énergétique qui est défini pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, pour un scénario d'utilisation standard du bâtiment et en vue d'une classification pour comparer et évaluer. Donc ces trois points sont importants. D'abord, l'utilisation standard, ça veut dire qu'on ne mesure pas une consommation réelle, mais une consommation dans des conditions standards d'utilisation. Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, c'est-à-dire que ça peut être un appartement dans un immeuble ou l'immeuble tout entier, et pour comparer et évaluer. C'est important de voir que le législateur a mis autant de poids dans comparer et évaluer, c'est-à-dire qu'on cherche autant à classer qu'à définir une valeur absolue de performance. Le diagnostic de performance énergétique se présente sous la forme d'une vignette, qui est une vignette réglementaire, qui présente deux valeurs numériques, une valeur numérique pour la consommation d'énergie et une valeur numérique pour les émissions de gaz à effet de serre. La combinaison de ces deux valeurs donne une étiquette DPE. Donc à gauche, on a l'étiquette DPE, qui est une étiquette E, ici, et à droite, en plus petit, il y a une étiquette spécifique pour les gaz à effet de serre. En fait, le système de calcul qui est dessous, c'est un système de double seuil où on a d'une part les émissions de gaz à effet de serre qui sont mesurées, d'autre part la consommation d'énergie. On définit des seuils qui définissent des étiquettes. Et par exemple, si on a une étiquette E pour les gaz à effet de serre, une étiquette F pour la consommation d'énergie, alors l'étiquette du DPE sera l'étiquette la plus mauvaise, c'est-à-dire ici l'étiquette F. Deuxième point important dans le cadre réglementaire, les objectifs de rénovation. Donc, dans le cadre de la transition écologique, il y a eu des objectifs qui ont été définis pour rénover le parc bâti. D'abord, enfin, ça a commencé avant, mais on va prendre comme première marque en 2009 la loi Grenelle 1 qui définit comme objectif de rénover 400 000 logements par an dès 2013. Et puis ensuite, la stratégie nationale bas carbone en 2018-2019 qui prévoit de rénover tout le parc en basse consommation et de rénover 700 000 logements par an. Alors, ces objectifs n'ont jamais été atteints en quantité et non plus en qualité. C'est-à-dire que moins de 10% des rénovations sont globales. On a donc ce qu'on peut appeler un échec des politiques publiques. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît notre projet de recherche. On a compris que l'objectif des décideurs, c'est d'augmenter le nombre de rénovations. L'analyse que l'on fait, c'est qu'il va falloir accompagner les propriétaires personnellement, donc pouvoir les contacter, donc pouvoir localiser les passoires thermiques. Donc atteindre les objectifs nécessite de connaître l'efficacité énergétique du parc bâti à fine échelle. Et c'est ça qui manque quand on commence le projet en 2020. Effectivement,
on a une base des diagnostics qui ont été réalisés, mais cette base ne couvre pas l'ensemble du parc bâti. Les DPE existantes couvrent moins de 20% du parc existant. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire des bâtiments qui n'ont pas été diagnostiqués? Prends par exemple ici un quartier de la ville de Bordeaux. On a en couleur les DPE qui sont connus, en gris les DPE qui ne sont pas connus. On voit bien qu'on a beaucoup de données manquantes et qu'il va falloir indiquer aux décideurs une information sur ces données manquantes. On se pose donc comme objectif principal de cette recherche de prédire l'efficacité énergétique des bâtiments sans DPE avec la meilleure performance possible. Cette performance, évidemment, il faudra la définir. On prend deux hypothèses de travail. D'abord, la première hypothèse, c'est qu'on dispose d'informations suffisantes, c'est-à-dire qu'on a des bases de données au niveau national sur l'ensemble des bâtiments qui sont suffisamment riches pour nous informer sur le DPE et qu'on peut définir un modèle adapté à ces données. On a deux objectifs secondaires importants. D'abord, on veut définir un modèle et des indicateurs qui sont orientés pour détecter les passoires thermiques. Et ensuite, on voudrait que ce qu'on prédit comme DPE donne une distribution qui soit proche ou égale à la distribution réelle que l'on peut estimer par ailleurs. On a des contraintes pour ce travail. La première contrainte, c'est de définir un modèle aussi explicable que possible. C'est important parce que dans le contexte où on commence ce travail, on a besoin d'acquérir une légitimité. Ce n'est pas acquis pour tout le monde qu'il est possible de prédire les DPE au niveau national. Et donc, on se dit que si on arrive à justifier, à expliquer le modèle que l'on a, ce sera plus facile d'avoir un modèle accepté. Au point de vue des contraintes industrielles, il faut qu'on prédise des informations qui soient intégrables dans le logiciel ONB+, qui est commercialisé par URBS. Il faut que cette information soit une véritable aide à la décision. Il ne faut pas qu'on prédise ce que tout le monde sait déjà. Cette présentation va donc être divisée en trois parties. D'abord, je vais parler de la géolocalisation du DPE. Ensuite, on va parler de classification floue sous contrainte. Et ensuite, on va parler de la performance des prédictions. Première partie, donc, le DPE, une information géolocalisée incertaine. Si on essaye de faire un panorama de la classification des modèles de prédiction de la performance énergétique, le premier type de modèle qui apparaît, c'est les modèles physiques. Les modèles physiques utilisent des données de terrain qui sont en général nombreuses, il faut beaucoup de mesures de terrain, et elles se valident à l'échelle du bâtiment ou de la partie de bâtiment. C'est typiquement le modèle du DPE qui utilise le modèle qu'on appelle 3CL. Un deuxième type de modèle, c'est le modèle par archétype. Donc, on définit des archétypes de bâtiments pour lesquels on a un modèle physique et on distribue les archétypes sur un territoire. On a besoin de données de terrain qui sont précises, mais par archétype, et on valide le modèle à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou même d'un pays. Typiquement, c'est le système Tabula avec l'enquête Episcope. Un troisième type de modèle, ce sont les modèles qui font de l'imputation statistique des caractéristiques physiques pour pouvoir faire tourner un modèle physique. Donc là, on utilise les bases de données nationales, on essaye de retrouver les caractéristiques physiques du bâtiment et on valide le modèle à l'échelle du quartier ou du bâtiment. C'est typiquement ce que fait le CSTB avec la BDNI. Et ce qu'on propose comme modèle par-dessus ces modèles existants, c'est un modèle géostatistique, donc qui met en valeur la géolocalisation
des DPE, qui utilise lui aussi des bases de données nationales et qui puisse être validé à l'échelle du bâtiment. Donc, cette base de données des DPE, elle est importante parce que c'est ça qui fournit l'étalon, la supervision de notre travail. Les DPE sont localisés à l'adresse. À partir du moment où on a un ensemble de DPE qui sont localisés à l'adresse, le DPE devient une information géolocalisée. La base des DPE rend possible un apprentissage automatique de la performance énergétique des bâtiments. C'est important parce que quand on commence le travail, finalement, ça ne fait pas très longtemps que cette base a été publiée, et donc il n'y a pas encore beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet. On va apparier cette base des DPE à un ensemble d'autres bases de données sur les bâtiments pour collecter d'un côté la valeur des DPE et de l'autre côté les caractéristiques des bâtiments. Et en fait, on se rend compte qu'on a une incertitude sur la géolocalisation des DPE. Je prends un exemple ici. On a une parcelle avec 5 maisons en bande. On a 3 observations, par exemple 3 étiquettes E et 2 étiquettes D. Et en fait, on a un seul contour de bâtiment. On n'arrive pas à séparer les bâtiments, on n'arrive pas à séparer les adresses. Et donc, on ne sait pas quels sont les bâtiments qui sont observés sur la parcelle. Donc, le logement ou le bâtiment qui a été observé a une localisation qui est incertaine. Et cette incertitude qu'on voit ici à une petite échelle, elle augmente si on utilise des données multi-échelles. Par exemple, si on utilise les données Carroyer de l'INSEE, on a des bâtiments qui sont observés de façon incertaine sur un carreau, qui peut être un territoire quand même assez grand, qui peut faire jusqu'à 1 ou 2 kilomètres de côté. On a un deuxième type d'incertitude, c'est l'incertitude sur les valeurs du DPE, qui va donc nous donner forcément des difficultés à le prédire. Si on regarde la distribution des consommations d'énergie par mètre carré et par an, sur un échantillon représentatif du parc, on voit ici qu'on a des effets de seuil, c'est-à-dire qu'on a un décrochage. Par exemple, on a une discontinuité ici de distribution entre l'étiquette D et l'étiquette E, entre l'étiquette E, F et F et G. Ces ambiguïtés, ces effets de seuil vont amener des incertitudes dans la valeur du DPE. En fait, ça vient du fait que le diagnostiqueur a une information incertaine, et donc l'étiquette DPE qu'il prédit est incertaine. Ce qu'on propose, c'est un modèle qui essaye de prendre en compte à la fois l'incertitude de position et l'incertitude de valeur, et qui puisse prendre en compte les données multi-échelles, comme les données INSEE. Donc, dans le modèle mixture Kriging qu'on propose, on modélise la consommation d'énergie comme une distribution de mélange, c'est-à-dire une valeur aléatoire à une position aléatoire. Le modèle prédictif est un modèle de krigeage, c'est-à-dire qu'on fait du krigeage de distribution de mélange. Et donc, les prédictions sont des combinaisons linéaires optimales des valeurs observées. Les hypothèses de ce modèle sont qu'on a une variable de position aléatoire sur une parcelle ou sur un grain, ça peut être sur un carreau, qui est connue. L'espérance de la consommation en tout point est connue. Et la covariance entre les consommations en 2 positions est connue. Donc les 2 dernières hypothèses, c'est des hypothèses classiques de krigeage. La première hypothèse, c'est ce qu'on rajoute dans notre modèle. Les équations du modèle mixture Kriging se présentent sous la forme suivante. Pour y de x, qui est la consommation d'énergie au point x, si on note k de x', la covariance des consommations entre 2 points x et x', mu de x, l'espérance de la consommation au point x, alors pour 2 parcelles g et g', où sont définies des positions aléatoires x, grand xg et grand xg', la covariance entre les consommations d'énergie y de g, y de g'
peut s'exprimer sous la forme suivante. Donc, je ne vais pas lire les équations, mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a deux termes importants. Un dans la covariance qui est l'espérance des covariances et qui devient en fait, dans le cas de la variance, l'espérance de la variance. C'est-à-dire que on a xg et xg' pour deux parcelles différentes qui peuvent être supposées indépendantes, mais on ne peut pas faire cette hypothèse quand on est sur la même parcelle. xg ne peut pas être indépendant de lui-même. Et c'est ce phénomène-là qui va nous aider à mieux prédire le DPE, parce que en fait, ça va augmenter la valeur de la variance et ça va remplacer ce qu'on utilise habituellement, qui est l'effet pépite, et qui a tendance à écraser les valeurs prédites autour de la moyenne. Les équations de prédiction de Mixture-Kriging, si on note alpha, le vecteur de poids, donc on a un vecteur de poids fois les observations. On note K, la matrice de covariance des observations. On note AG, la covariance entre les observations et le point qu'on cherche à prédire. Alors, si on a une espérance nulle pour les observations, alpha, c'est K-1 AG, c'est-à-dire qu'on retrouve ici une formule du krigeage classique. Mais il faut bien comprendre que la matrice K n'est pas une matrice de krigeage habituelle. On peut généraliser au cas où les observations ne sont pas d'espérance nulle, et on peut estimer l'erreur de prédiction. Ce modèle a donné lieu à une publication dans la revue Energy et AI, et donc un article qui est dans la thèse. Alors, quelle est la performance de ce modèle? Il a des bonnes performances, mais on a du mal à le passer à l'échelle. En 2022, on a testé Mixture-Kriging sur un quartier de la ville d'Angers. Les valeurs prédites sont étalées et non pas concentrées sur la moyenne. Donc ça, c'était un des objectifs qu'on s'était fixé, parce que, comme on dit dans la biblio de la thèse, à un moment donné, on a une des références de modèles qu'il y avait pour ça, c'est le block Kriging. Et block Kriging, c'est un modèle qui utilise effectivement des données surfaciques, qui est par exemple utilisé pour les images satellites. Mais block Kriging a un défaut qui est connu, qui est qu'il a tendance à écraser les valeurs prédites autour de la moyenne. Alors, ça, c'était un gros problème pour nous, parce que si on se souvient des objectifs qu'on avait, on veut une information qui soit utile aux décideurs. C'est-à-dire qu'on veut détecter des passoires thermiques et on veut détecter des bâtiments basse consommation. Donc, on cherche au contraire à mieux détecter les valeurs loin de la moyenne. C'est pour ça qu'on n'a pas pu utiliser ce modèle et qu'on a cherché un modèle qui ait une meilleure, des prédictions mieux étalées. Le nombre de passoires thermiques détectées est significatif, donc ça nous intéresse. Le modèle accepte les observations répétées. C'est important parce que si on a plusieurs DPE qui ont été réalisés dans un même immeuble, on va pouvoir toutes les intégrer. Et donc, on envisage d'intégrer les données Kervoyer pour soutenir le modèle. Sauf que quand on essaye de passer à l'échelle pour la ville de Strasbourg, ça échoue. Sachant, on garde en tête que l'objectif, c'est de passer à l'échelle nationale à l'arrivée. Donc, on avait pourtant converti le code en C++, on a utilisé 50 cœurs en parallèle, mais en fait, on se rend compte qu'il y a trop de calculs dans le modèle parce que on doit discrétiser ces parcelles. On a une position aléatoire sur la parcelle, on va donc discrétiser la parcelle avec des points, et quand on va calculer la covariance entre deux points, on va devoir calculer toutes les paires de points entre les deux parcelles, les covariances entre les paires de points, et en fait, on se perd dans les calculs. Par exemple, si on a 1000 observations avec 60 mètres carrés habitables en moyenne par observation, on prend un point par mètre carré, alors on va avoir 3 milliards de covariances à calculer pour calculer une matrice de covariance. Alors que si on réduit les parcelles à un point, si on réduit les observations à un point, on va avoir 1 million
de covariance à calculer. Donc, on a à peu près un facteur 1000 qui s'applique ici. Et en fait, ça va pénaliser la phase d'optimisation du modèle. C'est-à-dire que quand on va chercher à optimiser, on ne pourra pas optimiser sur autant de valeurs, faire une recherche aussi large que ce qu'on ferait pour un modèle de crigeage plus simple. Donc, on n'arrive pas à optimiser le modèle et on n'arrive pas à définir les paramètres du modèle correctement. Évidemment, cette complexité, elle explose si on utilise des grains plus grands comme les données carboyées. Donc, on réoriente notre recherche à ce moment-là. On réoriente notre recherche pour partir sur 2 points qui vont essayer de tirer parti des conclusions qu'on a eues. C'est-à-dire, on va choisir un modèle plus simple, mais on va se dire, puisqu'on va simplifier, en contrepartie, on va essayer de garder plus d'informations à la sortie. C'est-à-dire, au lieu de prédire simplement une étiquette, on va prédire des degrés d'appartenance par étiquette et on va donc faire de la classification floue en espérant qu'en gardant un peu plus d'informations, on va pouvoir ensuite mieux détecter les passoires thermiques. Alors, la classification floue constitue un supplément d'information parce que, au lieu de prédire de façon binaire une étiquette, on va prédire pour chaque étiquette une valeur numérique qu'on appelle degré d'appartenance. Et par exemple, ici, si on a 2 bâtiments, qui ont les degrés d'appartenance qui s'affichent ici, le plus grand degré d'appartenance, c'est l'étiquette D. Donc, le bâtiment 1 et le bâtiment 2 seraient prédits en étiquette D. Et si on regarde plus loin, on se rend compte que pour le bâtiment 1, on a un poids 0,5 du côté des étiquettes A, B, C. Et pour le bâtiment 2, on a un poids 0,5 du côté des étiquettes E, F, G. Donc, on pourra dire ces 2 bâtiments ont la même étiquette, mais le bâtiment 2 est plus probablement une passoire thermique que le bâtiment 1. On veut aussi tenir compte des informations au niveau macro, c'est-à-dire que on sait, au niveau d'un territoire, on peut estimer le pourcentage des DPE de chaque étiquette. Donc, on voudrait contraindre le modèle pour que la distribution des étiquettes prédites soit la même que la distribution réelle. Et ça, on va l'introduire sous forme de contraintes dures dans le modèle pour s'assurer que notre prédiction respecte la distribution réelle. Les hypothèses qu'on fait pour ce modèle, donc on appelle joint kriging, c'est que chaque adresse est réduite à un point. Comme je l'ai dit, ça va simplifier les calculs. On prédit simultanément les 7 degrés d'appartenance aux étiquettes A, G. La somme des degrés d'appartenance, c'est 1. C'est une hypothèse classique pour faire de la classification floue. Puisque typiquement, on va considérer ces degrés d'appartenance comme des probabilités d'appartenir à une étiquette. Et on va prédire simultanément tous les DPE d'un territoire. Puisqu'il faut qu'on ait une distribution sur le territoire, on va être obligé de prédire simultanément tous les DPE du territoire. La moyenne des DPE prédits sur un territoire est contrainte pour être égale à la distribution réelle des DPE sur le territoire. Si on regarde à quoi va ressembler ce modèle, donc c'est encore un modèle de crigeage. Si par exemple j'ai 6 observations, 2 observations de l'étiquette rouge, donc ici on va les noter 1, 0, 0. C'est-à-dire qu'on va considérer que la probabilité d'être en rouge c'est 1 et les 2 autres probabilités sont 0. 2 étiquettes vertes, ici 0, 1, 0. Et 2 étiquettes bleues 0, 0, 1. Alors on va prédire le DPE au point M comme une combinaison linéaire, donc une somme des observations avec un poids pour chaque observation. Et donc on va obtenir par exemple 0,5, 0,4, 0,1. Et c'est ces poids qu'on optimise par réduction d'erreurs sous contrainte. On définit donc le modèle John Kriging.
Ici, si on prend Y comme matrice des observations, donc ici, les observations, c'est plus un vecteur, hein, c'est une matrice qui a ici 7 colonnes. K, la matrice de covariance des observations. H, la matrice de covariance entre les observations et les points à prédire. Ici, c'est une matrice et plus un vecteur parce qu'on a plusieurs observations et plusieurs points à prédire simultanément. A, la matrice des poids appliqués aux observations pour prédire. Voilà, ici, pareil, on n'a plus un vecteur, mais une matrice parce qu'on va prédire les poids pour chaque point à prédire simultanément. Alors, les poids se présentent sous la forme d'une formule K-1 fois un ensemble qui contient H, comme dans le krigeage classique, et deux termes qui correspondent à deux multiplicateurs de Lagrange, l'un qui correspond aux contraintes somme des poids vaut 1, et l'autre qui correspond à la contrainte moyenne des prédictions est définie par la contrainte ici qui est M. La seule difficulté qu'on a dans cette formule, c'est cette inversion de matrice ici, qui peut poser problème dans certains cas s'il y a une surcharge de contraintes. Mais on a résolu le problème dans l'article, on a une formule alternative dans le cas où il y a une contrainte supplémentaire. Donc, ce modèle a été soumis à la revue Statistics and Computing qui nous a demandé une révision. On a fait la révision et on l'a resoumis. Alors, quels sont les avantages et les limites de joint kriging? Les avantages, c'est d'abord que les poids sont donnés par une formule exacte. Donc, on a la contrainte et on a la formule. On n'a pas besoin de converger vers quelque chose. On a un modèle de covariance qui est simple. Donc, on a des calculs qui sont rapides. Il n'y a pas d'impact significatif sur la complexité des calculs si on rajoute des variables d'entrée ou de sortie. C'est important aussi parce qu'on travaille avec potentiellement jusqu'à 40 ou 50 variables d'entrée. Et la contrainte est utilisable pour proposer des scénarios. C'est-à-dire que nous, on est parti dans l'idée au départ que voilà, la contrainte, c'est la distribution des DPE réels. Mais en fait, on pourrait dire, si le nombre de passoires thermiques baisse, par exemple, quelles seraient les prédictions? Si le nombre de passoires thermiques augmente, quelles seraient les prédictions? Des scénarios favorables ou adverses. Les limites de joint kriging, c'est qu'on doit connaître tous les points à prédire avant le calcul. Donc ça, c'est une spécificité de notre situation, puisque nous, on utilise des données, un ensemble de données qui est complet. On n'est pas comme dans un modèle Facebook où on ne sait pas quel va être le nouveau commentaire à classer. On est dans un modèle où on connaît le parc de bâtis, et donc on peut prendre en compte l'ensemble des bâtiments avant de calculer le modèle. Il y a un risque de prédire des degrés d'appartenance négatifs. Donc, on n'a pas mis comme contrainte d'avoir la positivité des degrés d'appartenance, mais ce risque peut être évité en augmentant l'effet pépite. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'effet pépite a tendance à écraser les prédictions. Donc, il y a un compromis à trouver entre avoir les poids positifs et l'effet pépite. Donc, il y a un optimum à trouver là. Mais en général, dans ce qu'on a observé, les poids négatifs sont très faiblement négatifs. Et le modèle est mieux adapté à la classification floue que dure. Ça, on le reverra quand je présenterai les performances. On y arrive donc. Quelles sont les performances des modèles qu'on a définis? D'abord, on se rend compte que les degrés d'appartenance sont effectivement informatifs. C'est une bonne nouvelle, parce que bon, c'était une supposition qu'on avait faite, et on se rend compte qu'effectivement, plus le degré d'appartenance à une étiquette X est grand, plus la probabilité que le bâtiment soit de l'étiquette X est grande. Plus la somme des degrés d'appartenance à des étiquettes, par exemple aux étiquettes E, F et G, est grande, plus le bâtiment risque d'être une passoire énergétique. Idem pour AB et les bâtiments basse consommation. Donc, ce qu'on voulait, c'est-à-dire garder plus d'informations dans nos prédictions, on l'a. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Et on peut faire aussi de la classification dure. Le modèle n'empêche pas de faire de la classification dure en choisissant l'étiquette qui a le plus grand degré d'appartenance. Si on regarde les performances pour la classification dure, donc on a pris John Kriging qui est comparé à Fuzzy KNN, qui est le modèle qui est actuellement en production à URBS, qui est un modèle qu'on a fait évoluer en parallèle de cette recherche. On était parti d'un modèle KNN simple. On a aussi orienté ce modèle vers la classification floue pour les mêmes raisons que ce qu'on a fait dans la thèse. Et on compare à Random Forest pour avoir un modèle de référence plus classique. Ce qu'on se rend compte, c'est que du point de vue de la balanced accuracy, donc c'est-à-dire une accuracy qui donne le même poids à chaque étiquette, Random Forest a la meilleure performance, suivi par John Kriging, suivi par FKNN. Après, si on s'intéresse à l'accuracy simple, c'est FKNN qui a la meilleure performance, suivi par John Kriging, suivi par Random Forest. Globalement, on se rend compte déjà que John Kriging est de façon stable deuxième modèle. C'est quelque chose qui nous a intrigués et quand on a d'ailleurs révisé l'article à ce propos, on a, c'est pas dans la thèse puisque ça a été fait après la fin de la rédaction, mais on a augmenté le nombre de modèles pour comparer, augmenté le nombre de datasets. Et en fait, on se rend compte de ça, c'est-à-dire que John Kriging a rarement la meilleure performance, mais a souvent un bon classement. Ce qui fait qu'en moyenne, sur 10 modèles, eh ben, John Kriging a le meilleur classement. Si on regarde par contre la distance de Hellinger entre la distribution réelle et la distribution prédite, alors Random Forest part à la dérive. Et ça, on le voit ici dans les graphiques de distribution que j'ai présentés. La distribution des étiquettes par Random Forest a tendance à être homogène. Et donc, on a une très grosse déformation de la distribution. Et cette déformation, en fait, est telle qu'on ne peut pas la présenter à des clients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dans le modèle qu'on prédit qu'il y a 3 fois plus de passoires thermiques que ce qu'il y a en réalité. Ce n'est pas possible, même si, on va dire, au niveau du bâtiment, on a une bonne performance, hein, on a plutôt une bonne accuracy et une très bonne balance d'accuracy. En fait, ça n'est pas possible d'utiliser un tel modèle. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup au long de cette présentation sur le fait qu'on cherche une distribution proche de la distribution réelle, parce que c'est ce qui est connu des utilisateurs, et donc c'est l'étalon de référence comme première évaluation du modèle. Et si on regarde donc effectivement l'erreur de type 1, c'est-à-dire les faux positifs, le taux de faux positifs de AB et le taux de faux positifs de FG, alors on se rend compte que Random Forest, effectivement, a des forts taux de faux positifs, ce qui le rend inexploitable pour la détection des bâtiments basse consommation et des passoires thermiques. Si on passe maintenant à la classification floue, on voit ici que John Kriging a des très bonnes performances, à la fois sur la balance d'accuracy, sur l'accuracy et la distance de Hellinger entre les valeurs prédites et les valeurs réelles, ben, elle est nulle, puisque c'est exactement la distribution réelle que l'on va prédire. Donc, on a un modèle qui est très fort pour la classification floue, un peu moins fort pour la classification dure. Et par contre, c'est intéressant aussi de constater que Fuzzy KNN a une mauvaise performance en classification floue. Et en fait, si on regarde la littérature sur Fuzzy KNN, on se rend compte que c'est un modèle qui n'a été évalué que sur la classification dure. Et qu'on n'a pas cherché à exploiter les degrés d'appartenance prédits par Fuzzy KNN. Donc ces résultats ont été publiés dans la revue Energy and Buildings récemment. Et pour conclure, on va d'abord parler des contributions scientifiques. Alors, le modèle mixture Kriging, c'est donc un modèle flexible qui prend en compte l'incertitude des données d'entrée et de sortie et qui inclut les données multi-échelles. C'est donc un modèle riche, mais
qui ne peut pas être utilisé sur des grands territoires. Et John Kriging, c'est une classification floue, sous contrainte, en géostatistique, qui permet de contrôler la distribution des classes privées. Du point de vue des contributions industrielles, on a constaté, on a prouvé que le caractère géolocalisé des DPE, ajouté aux covariables, aux autres covariables, permet de dépasser, au moins en partie, le manque d'informations qu'on a sur les bâtiments. C'est-à-dire qu'on a les bases de données qui ne suffisent pas totalement à décrire le bâtiment, on rajoute la géolocalisation et ça a même une valeur ajoutée. Ce n'est pas forcément une grande surprise parce qu'on sait que, par exemple, les plans des villes ont des caractéristiques. Hein, les quartiers ont une certaine homogénéité dans une ville. Donc, le caractère géographique du DPE est attendu. Mais finalement, c'est quelque chose qui n'était pas utilisé dans les précédents modèles de prédiction du DPE. Et la prédiction des DPE est améliorée par rapport au modèle utilisé par l'entreprise avant la thèse, avec une meilleure détection des passoires thermiques. La balance accuracy est passée de 23% en début 2021 à 38% aujourd'hui. Donc on a un gain significatif de performance du modèle. Et malheureusement, on a du mal à comparer ces résultats avec d'autres modèles parce que les autres pays européens n'utilisent pas forcément le même type de diagnostic et n'ont pas la base des DPE qu'on a en France. Et les autres organismes de recherche qui ont cherché n'ont pas forcément publié des validations à l'échelle du bâtiment. Les limites de ce travail, c'est forcément les limites des données d'entrée. Comme je l'ai dit, on est limité par l'information qu'on a en entrée, à la fois en qualité et en quantité. Et notamment, un point important, c'est l'existence ou pas d'une rénovation. C'est-à-dire qu'il y a des actes de rénovation que le propriétaire peut faire et qui ne sont pas forcément déclarés et qui ne sont pas forcément disponibles dans les bases. Et la deuxième limite, c'est la contrainte d'avoir un modèle explicable. Alors, cette contrainte qu'on s'était fixée en amont du travail, aujourd'hui, on pourrait la relaxer parce que il y a suffisamment de sensibilisation des décideurs au fait qu'on peut prédire les DPE de façon pertinente à l'échelle de la France. Par exemple, on pourrait utiliser des réseaux de neurones. Je l'ai fait, c'est noté à la fin de la thèse, avec un modèle de réseau de neurones qui s'appelle TabNet, qui est adapté à ce type de données. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est une distribution qui est proche de ce que fait Random Forest, c'est-à-dire une bonne performance, mais une forte déformation de la distribution. Donc, il faudrait faire ce travail de voir si on peut contraindre, par exemple, un réseau de neurones sur une distribution de sortie. Les perspectives de travail, il y a cette question de l'indicateur de rénovation, avec un petit peu un phénomène de la poule et l'œuf, c'est-à-dire que est-ce que c'est prédire les DPE qui pourrait nous donner une indication sur le niveau de rénovation d'un bâtiment, ou est-ce qu'il nous faut absolument le niveau de rénovation d'un bâtiment pour prédire correctement le DPE? Au début du travail, on espérait que la prédiction du DPE puisse nous donner une information sur le niveau de rénovation. On se rend compte que pour le moment, c'est encore difficile à faire et que vaudrait mieux intégrer plus de données sur le niveau de rénovation, par exemple les informations sur les subventions, sur les aides à la rénovation, qui pourraient améliorer les données. Et puis, évidemment, l'usage d'autres modèles moins explicables, comme les réseaux de neurones. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être qu'avant les questions, si jamais il y a des personnes qui souhaitent ça pourrait éviter que ça fasse un bon haras avec la vision pendant les questions. Et si tu veux boire, regarde-le.